Bonsoir à toutes et à tous. À la une de 20h ce soir, ces visages d'apparence anodins. Mais il s'agit ici, vous allez le voir sur ces images, de membres de l'AFC, les Corneille Nangaa opérant dans la capitale et dans le Haut-Katanga, dont certains d'origine rwandaise, détenant de passeports congolais. Ils ont été interpellés par les services de défense et de sécurité dans le Haut-Katanga. Les détails dans un instant dans ces journaux. Kinshasa et ses embouteillages. La circulation alternée a-t-elle montré ses limites finalement? L'Office national de transport ONATRA s'investit dans les taxis-bateaux le long du fleuve Congo. Nous irons en randonnée dans un instant pour découvrir ces nouveaux modes de transport en commun par voie fluviale. Bienvenue à tous. Ils sont au nombre de 3 et ont été accusés d'être de mèche avec l'AFC de Corneille Nangaa et en intelligence avec le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Eh bien, le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a présenté devant la presse ces suspects, dont l'un détenteur de 2 passeports, rwandais et congolais. Joseph Oscar Mbal. Ils sont au total 3 suspects interpellés par les services spécialisés. La commissaire supérieure principale, Munyaru Guerrero Kabundi Françoise. Elle est directrice adjointe en charge de la protection civile à la police nationale congolaise. La deuxième personne s'appelle M. Nzulugize Wakagara Emmanuel. Celui-là, c'est un opérateur économique et directeur général du groupe Tukenga Travel basé à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda. Et la dernière personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, est directeur régional ad interim de la Régie des eaux au niveau du Grand Katanga. Selon les porte-paroles des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, plusieurs charges pèsent sur ces 3 personnes qui sont soupçonnées être de mèche avec l'Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa ainsi que le mouvement terroriste M23. Les premiers éléments d'enquête révèlent ce qui suit au sujet de ces personnes. Pour la commissaire supérieure principale, avoir, à partir de la ville province de Kinshasa, planifié son voyage de Lubumbashi et transféré par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzongize Wakagara, civil de son État, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise, et la note de congé statutaire. Pour M. Emmanuel Nzongize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale, Munyaru Guerrero Kabundi Françoise, à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. La troisième personne, l'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. Ses complices et proches de Corneille Nangaa, leader du mouvement AFC, seront transférés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Et dans l'entretemps, les armées ougandaises et congolaises mènent des opérations conjointes contre les IDF. Une réunion conjointe d'évaluation a eu lieu avec le commandement de 2 armées. Suivez.
Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF, MTM, ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici, ils ont été lancés par le lieutenant-général Ichali Gonzando Jacques, chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant-général Kayonja Mouanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'UPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe et les commandants des secteurs opérationnels d'Elituri et Soukola un Grand Nord prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonies seront présentées au chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. Et dans ces mêmes chapitres, le Rwanda traîné devant la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, eh bien on assiste maintenant à un procès dans un procès. Cette fois, la société rwandaise Atlas, dont le contrat a été résilié, et cette entreprise est aux prises avec l'OGFREM de la RDC. Indépendant nous en dit un peu plus. La République démocratique du Congo ne sera plus condamnée à cause de la négligence des procédures à l'étranger telles que l'a prétendu le Rwanda. Dans un procès économique, la correction a été apportée par les juges au cours de l'audience ouverte à Arusha ce vendredi 15 novembre 2024, dépêché par la première ministre Judith Tuluka, les vice-ministres de la justice chargés des contentieux international Samuel Mbemba Kabouya s'est présenté avec les avocats de la République devant la Cour de justice de l'EAC pour stopper ces procès à caractère économique initiés contre la RDC et l'OGFREM par la société rwandaise. Généralement, dans des procédures où l'État congolais se retrouve dans la situation de condamné et à payer des sommes exorbitantes, souvent on cache la procédure. On fait avancer une société du portefeuille et puis par la suite on arrive à faire condamner l'État congolais. Il était important que les intérêts de la République soient désormais suivis et défendus comme il se doit. Et à la Chambre haute du Parlement, il a été question de l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes exercice 2023 et la loi des finances rectificative exercice 2024. Janine Kalenga et Julien Kiana. En seconde lecture au Sénat après l'Assemblée nationale, le projet de loi portant reddition des comptes 2023 et des finances rectificatives 2024 envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi après les réponses des membres du gouvernement au cours de la plénière du jeudi 14 novembre 2024 conduite par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Au nom du gouvernement, les ministres d'État en charge du budget Meboge et son collègue des finances Doudou Famba se sont livrés à cet exercice de redevabilité pour présenter l'économie de ces deux textes de loi. Intervenant le premier, le ministre des Finances Doudou Famba a présenté l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances 2023 et s'est apaisanti sur 3 points importants, notamment la synthèse du projet de loi, la situation consolidée des financements et les principales articulations du projet de loi. Invité à présenter l'économie du projet de loi des finances rectificatives 2024, le ministre d'État en charge du budget Mebo Sangara a fait savoir que le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 44,410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains et dégage un accroissement de 8,4% par rapport au budget initial chiffré à 44,986 milliards de francs congolais.
Après la présentation faite par les 2 membres du gouvernement, le long débat ouvert par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, a permis aux différents sages de la République de relever certaines incohérences. Plusieurs remarques spécifiques ont été faites aux membres du gouvernement, notamment en rapport avec le respect de la procédure sur la dette intérieure, la problématique de dépenses exécutées en mode d'urgence, dont la conséquence nuit à la fiabilité du budget. Les sénateurs ont également souligné ce qu'ils qualifient d'incohérence entre le rapport de la Cour des comptes et la présentation du ministre des Finances sur certains chiffres. Des sous-traitants sans contrat et qui rament à contre-courant de la législation en matière du travail. Pour en savoir un peu plus, une question orale avec débat a été adressée au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance à respect dans le secteur privé. Il s'agit de Miguel Cachal Katembe. Retour sur cette plénière avec Anim Balaka et Patrick Badibanga. Le service courrier de l'Assemblée nationale a réceptionné le 13 novembre 2024 une correspondance et entré à une initiative de contrôle parlementaire. Il s'agit de la question orale avec débat que le député national Alfred Dibandi Nzondomio a adressée au directeur général de l'autorité des régulations du secteur de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe. L'élu de Libengue veut savoir de 2019 à ce jour quelle a été la mobilisation de la redevance sur la sous-traitance, ce qu'il en est de la situation des travailleurs congolais, dont 85% de ceux œuvrant dans le secteur de la sous-traitance sont sans contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le président de la République a promis 2 millionnaires congolais. C'est notamment grâce à cet instrument qu'on appelle l'ARSP. Parce que nous, législateurs, nous avons créé une forme de protectionnisme congolais en réservant la sous-traitance aux Congolais, aux sociétés à capitaux congolais et promis par des Congolais, quelle que soit sa forme. Donc, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des difficultés en termes de paiement de quotités dues aux allocataires, de la respect, qui doivent permettre, n'est-ce pas, ou servir d'incubateur pour notamment délivrer des fonds à certains entrepreneurs à faible coût, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec les banques essentiellement tenues par les étrangers, nous éprouvons d'énormes difficultés avec des crédits et avec des pourcentages extrêmement élevés. Et donc, nous sommes dans le cadre de l'exercice constitutionnel, nous lui avons posé 10 questions. Nous attendons des réponses claires. Pour l'honorable Alfred Dibandi, ce sont des questions importantes qui touchent directement les sociétés de la population. Il est donc urgent de défendre les intérêts de ses compatriotes congolais. Le forum Makutano plutôt, qui en est à sa 10e édition, accorde également une tribune aux femmes entrepreneurs. Justement, la première ministre Judith Suminwa était avec ces femmes pour parler développement. Pompon Umba, Joe Patrick Koukou à travers ses commentaires de Chimendono. Women House, entendez, salon de la femme. Cet espace a permis des échanges riches en couleurs et de partage d'expériences entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et les femmes entrepreneurs de divers secteurs de l'Afrique centrale venues à Kinshasa à l'occasion de la 10e édition du forum Makutano. Encore très peu d'effets. Accompagnée de Nicole Soulou, initiatrice de Makutano, la chef du gouvernement a à cette occasion encourager ces femmes à exceller dans leur domaine et accélérer le processus d'égalité de genre en s'appuyant sur l'éducation et les nouvelles technologies dans toutes les provinces. Les disparités importantes persistent entre les femmes et les hommes dans la participation de la vie politique, dans les pôles de décision et plus généralement dans tous les secteurs de l'économie. Les quotas légaux volontaires en faveur des femmes ont encore très peu d'effets visible dans notre société. Malgré de belles initiatives et la mise en place de projets novateurs en faveur des femmes pour corriger les inégalités entre les genres, force est de constater que nous sommes encore loin des résultats escomptés. Pour accélérer le processus d'égalité dans nos pays africains, nous devons nous appuyer sur l'éducation et les nouvelles technologies appliquées à l'ensemble de nos provinces. Mesdames, chacune d'entre nous ici présente doit jouer sa partition pour parvenir à l'objectif de l'égalité des genres. Judith Suminwa Tuluka a visité le stand de vêtements et d'autres articles vendus sur place par ces femmes entrepreneurs.
Le gouvernement souminois prône la création de plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de Congolais et l'assainissement du climat des affaires, avec comme instrument principal le dialogue permanent entre les secteurs publics et privés. Le Forum Makutano est un réseau de femmes et des hommes d'affaires créé à Kinshasa en 2014 par Nicole Soulou. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat pour le développement économique du pays. La passation de marché, un processus qui nécessite le respect des normes. En cas de non-respect, les auteurs peuvent être renvoyés devant le pénal. On en parle à travers ces reportages. Sur le marche menant vers le bureau du procureur général près la Cour de cassation, le directeur général de l'autorité de régulation de marché public s'avance sereinement avant de changer à huis clos avec Firimin Vondo. Aux questions de journalistes sur l'objectif de cette rencontre, voici le résumé de maître Claude Kayembe Mbayi. Dans le cadre de la régulation, l'ARMP a besoin de l'accompagnement du parquet, notamment, il faut le savoir, certes qu'il y a des sanctions administratives prévues par la loi sur les marchés publics, mais il y a également des sanctions pénales. Et qui dit pénal dit forcément parquet. Donc vous comprenez qu'il y a eu ce besoin de collaborer, d'établir un pont avec le parquet. Et au-delà de ça, nous avons sollicité la formation des magistrats du parquet et au-delà des magistrats du parquet et des magistrats du siège. Parce qu'il est important que les magistrats soient formés en matière de marché public et ce sont des matières très techniques et cela demande une formation assez précise de la part de nos experts. Voilà. Il a été très réceptif, très impressionné. Il nous a demandé d'écrire un courrier dans les jours qui viennent pour démarrer cette collaboration. Des échanges qui ont permis de souligner la nécessité d'une collaboration étroite entre l'ARMP et le corps des avocats dans la mesure où l'ARMP joue un rôle crucial de la régulation de la commande publique en RDC. Vision du président Félix Tshisekedi, matérialisée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Congo Airways, de nouveau dans les airs, l'entreprise a acquis un Boeing 737-800 qui va opérer en leasing sur le ciel congolais. Edith Chala pour les détails. C'est tard dans la soirée du mardi 12 novembre que le premier avion de type Boeing 737-800 pris en location par la compagnie aérienne Congo Airways pour la relance de ses vols a posé ses trains d'atterrissage sur le sol congolais par l'aéroport international de Njili. Avec une capacité de plus de 150 places, dont 12 en business class, le nouvel aéronef, non encore peint aux couleurs nationales, opérera en leasing en partenariat avec la société lituanienne ClashJet. Présent à l'accueil de cette première livraison, l'équipe dirigeante de Congo Airways, conduite par son directeur général Norbert Sengamali et le président du conseil d'administration Jean-Bertrand Ewanga, ainsi que d'autres partenaires tels que la CNSS, la RVA, représentés par leurs directeurs généraux respectifs, sont montés à bord pour apprécier chaque détail. Pour la circonstance, Jean-Bertrand Ewanga a salué la détermination du président de la République, de la première ministre et des ministres sectoriels à remettre sur pied cette compagnie aérienne nationale. J'ai découvert que l'union de cœur et de pensée peut transformer les montagnes. L'équipe est décidée de relever le défi. Aujourd'hui, Congo Airways reprend ses plumes. Voilà, dans un premier temps, il y a un Boeing qui est arrivé, très important. Le 18, un autre arrive. En décembre, vous serez surpris. Et pourquoi pas en janvier? Congo Airways va retrouver le ciel congolais après un long moment d'inactivité. J'en parlais dans le titre, le fleuve Congo, voie principale pour le transport en commun en vue d'éviter les embouteillages dans la capitale. Eh bien, l'image renvoie un peu à la scène en France. Eh bien, à Kinshasa, l'Office national des transports ONATRA s'élance dans l'exploitation des taxis-bateaux. Pierre Mbouyo Saïdi. Le célèbre beach Ngobila, l'une des grandes places migratoires du Poul Malébo, a connu une ambiance fluviale inhabituelle mais hautement festive, avec la mise à flot de manière officielle du canot rapide Simon Kimbangu par l'Office national des transports. Ces canaux offrent à nos populations des possibilités de voyager dans des conditions de confort et de sécurité optimales et contribuera certainement à l'accroissement attendu de nos recettes d'exploitation du trafic intérieur dans le Poul Malébo. Faisant nôtre l'adage selon lequel la prospérité du Congo viendra du fleuve,
l'ONATRA SA ne ménagera aucun effort pour la poursuite de sa politique actuelle d'acquisition d'autres unités fluviales à exploiter aux côtés du canot rapide Simon Kimbangu. Le lancement des activités fluviales de CIH sur ce grand boulevard naturel n'a pas laissé indifférente la synergie des forces vives socio-kimbanguistes. Ce geste du gouvernement congolais en faveur de l'église kimbanguiste restera à jamais gravé dans nos mémoires. Profitant de cette occasion, nous sollicitons la grâce divine afin que Dieu bénisse la RDC. Ici est souligné qu'hormis les canaux rapides Simon Kimbangu, l'ONATRA compte d'autres bateaux taxis, dont le maréchal Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, sans oublier d'autres qui sont en pleine construction au chantier naval. Lesquelles unités flottantes auront l'avantage d'offrir leur confort aux usagers sur le majestueux fleuve Congo, gage de combattre d'une manière fluviale les embouteillages à Kinshasa. La paix sociale retrouvée dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, eh bien, la ministre de tutelle Marie-Thérèse Sombo a annoncé la paie complémentaire des salaires des professeurs. C'était à l'issue des échanges avec les banques syndicales. Alain Bikaï. Les accords de Biboadé entre les banques gouvernementales et banques syndicales du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la recherche scientifique produit déjà leurs effets. Sur la convocation du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, président de la sous-commission socio-culturelle du gouvernement, les experts du gouvernement et les syndicalistes se sont retrouvés pour discuter sur la mise en œuvre des résolutions de ces assises. À l'issue de cette réunion, les délégués syndicaux de la PUCIN, Rapico et autres ont été rassurés par le gouvernement de la paie complémentaire des salaires des professeurs et de l'engagement du gouvernement souminant pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. Réunis autour des directeurs des cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et du secrétaire général, ces deux partenaires se sont mis d'accord sur la mise en place de la commission de suivi des résolutions des accords de Biboadé. On a donné des détails sur la voie suivie par la paie complémentaire et aussi nous avons insisté sur la mise en place imminente de la commission de suivi. Bon, à court terme, il y a cette paie complémentaire qui est déjà sur le pipeline et je crois qu'il y a d'autres qui ne concernent que les professeurs. Il y a aussi les comités de suivi, parce que sans ces comités-là, rien ne sera fait. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée cette rencontre de tous les enjeux pour une année académique apaisée. Et à présent, ces chiffres. En RDC, le diabète touche près de 7% de la population et sur une échelle, c'est l'une des premières causes de mortalité dans le pays. Le ministre de la Santé a remis des kits sanitaires dans le cadre de lutte contre cette maladie. Robert Ndaye. Le diabète, souvent qualifié de tueur silencieux, doit être surveillé car il présente des signes comme perte de poids inexpliquée et la fatigue qui nécessite une détection précoce pour prévenir les complications. En ce 14 novembre 2024, journée mondiale du diabète, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour soutenir avec succès le programme national de lutte contre le diabète, a remis 300 000 kits de surveillance du diabète au programme national. Une étape importante dans la réduction du taux de mortalité parmi les populations diabétiques en République démocratique du Congo. Bon, on retiendra que c'est une grande première que le pays se dote pas ses propres moyens d'un lot aussi important de kits de diagnostic pour le diabète. Ce qui est soulagement pour le programme parce que nous évoluons un peu comme les parents pauvres. Mais là, nous avons l'impression que maintenant, il y a un parent et un parrain qui nous accompagnent. Et c'est une très bonne chose. Dans le cadre de la gratuité des soins de maternité, cet effort contribuera au contrôle des niveaux de glycémie chez les femmes enceintes et à l'identification du diabète gestationnel. À l'occasion de la 33e journée mondiale de lutte contre le diabète, Dr Samuel Roger Kamba a assisté à la cérémonie. L'on assiste à pas seulement les booms automobiles, mais aussi une forte densité dans nos villes. Eh bien, dans le Sud Kivu, l'on parle déjà et l'on réfléchit déjà sur l'aménagement des villes et l'urbanisation. On en parle à travers ces reportages signés Christine Lezo.
La ville de Bukavu connaît plusieurs problèmes dans ces systèmes et domaines urbains, aussi dans la complémentarité et la connectivité entre ces différents systèmes et domaines. Selon les études menées par les chercheurs avec l'aide de l'APC, Action pour la paix et la concorde, en collaboration avec ACRC et l'Institut Manchester, on déplore la promiscuité de l'habitat, la vulnérabilité des ménages à faible revenu, l'installation de plus de 50% de la population sur les sites impropres à la construction, aussi l'insalubrité dans la ville pour ne citer que ces quelques cas. Voilà qui explique cet atelier organisé à Kinshasa pour la restitution des résultats de cette recherche réalisée à Bukavu sur les problèmes complexes qui bloquent le développement urbain de cette ville du Sud Kivu. Quand on parle des problèmes complexes, c'est une problématique qui traîne à son sein plusieurs domaines et de quels domaines résultent plusieurs systèmes qui, somme toute, une fois combinés, expliquent vraiment le dysfonctionnement du système urbain et qui participent substantiellement au sous-développement des villes. Étaient dans la salle les chercheurs, les autorités urbaines, provinciales et nationales. Ces experts se proposent sur base des recommandations à recueillir après 2 jours de travaux de mener un plaidoyer sur lequel reposeraient des réformes et l'action du gouvernement pour un changement efficace dans ces coins. Et à présent, cette activité du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, on en parle à travers ses commentaires. C'est par un Kassala à l'honneur du Djikaba du chef de l'État, professeur Nicole Toumba-Boacha, que les jeunes du territoire de Kabaya-Kamwanga ont démarré leur conférence. Parlons bien, parlons peu. Ce slogan résonnera désormais partout dans le pays pour faire entendre la voix des jeunes ressortissants de Kabaya-Kamwanga décidés à sortir leur territoire du sous-développement. Ces jeunes ont fait un diagnostic sans complaisance et alarmant de la situation socio-économique de leur contrée. 3 interventions avec des recommandations qui serviront d'un plan de vol pour le développement de Kabaya-Kamwanga. À la personne de Nicole Toumba-Boacha qui, très émue, a clairement dit que le défi de son territoire peut être relevé grâce à la contribution de tous. Nous avons un chef de l'État très progressiste qui insuffle l'espoir ou bien non le désir de changer les choses. Et moi je crois que je ne fais que profiter de cet appel pour moi-même retransmettre ça aux autres. Le thème justement de cette conférence était « Parlons peu, parlons bien » et le territoire de Kabaya-Kamwanga vu par ces jeunes. Pour avoir mené plusieurs actions sociales à Kabaya-Kamwanga, la Djikaba du chef de l'État s'est vu décerner un diplôme de mérite par l'association des jeunes de Kabaya-Kamwanga qui apporte leur soutien sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 35 ans de l'Asbel Banakin. Plusieurs activités commémoratives sont prévues. Les cas de cette conférence sur les secteurs productifs. Diane Balaka et Sandra Niangi. La semaine quinoise décrétée par le président de Banakin, Godard Motemona, dans la droite ligne de 35 ans d'existence de cette association quinoise se poursuit sans désemparer. Le jeudi 14 novembre, Quinoises et Quinois ont pris d'assaut la salle de spectacle de Centre Wallonie-Bruxelles pour assister à cette conférence animée sous divers thèmes par des personnalités venues des différents domaines. En panel, les intervenants ont abordé des thèmes comme la problématique de la mobilité urbaine et de l'assainissement de l'environnement de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, propose des solutions pérennes pour des problèmes d'insalubrité avec l'opération Coup de poing. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a demandé aux Quinois de s'intéresser à ce secteur qui n'est pas seulement pour les recalés de la société comme nombreux le pensent. Son collègue de pêche et élevage, le ministre Jean-Pierre Chimanga, en évoquant la sécurité alimentaire, a fait l'apologie de l'immense potentialité pastorale de notre pays. La semaine quinoise a donné de la place à l'entrepreneuriat et c'est une jeune femme, Tissia Mukuna, entrepreneur dans la production de café avec vendeur ambulant, qui a pris la parole. Une des résiliences à la quinoise. L'artiste musicien de renommée internationale Josa Nyokalongo, président du groupe Zaiko Langalanga, et monsieur Léon Eric Kabambi, ces Quinois vivant à Montréal au Canada, ont salué l'initiative de Banakin à travers son président Godard Motemona. Apportent leur soutien aux vœux exprimés pour le changement de la Constitution. On en parle avec Edith Chala.
Les travaux de la réunion extraordinaire du directeur national de l'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, ANAFEC, se sont clôturés en toute beauté. Les grandes questions de l'heure ont été abordées, notamment la révision ou le changement de la Constitution. Pour l'ANAFEC de Laurence Lolo Kyungu Kibwe, c'est le changement de la Constitution qu'il faut. Nous, on n'est même pas dans la révision, mais nous parlons plutôt du changement même du mode de gestion de notre pays selon notre conviction. C'est comme ça qu'à l'ANAFEC, nous demandons à la population d'appuyer, de soutenir la démarche salvatrice qu'a amorcé le chef de l'État, que nous saluons avec joie, avec fierté. Et Félix Tshisekedi sera pris d'ici peu comme le héros, le courageux président qui changera en fait la Constitution. La Constitution actuelle ne convient pas à un pays continent comme le nôtre. L'idée fait son chemin et les rangs des chantres ne cessent de grossir. Toujours en politique, cette fois-ci avec la plateforme Alliance des acteurs attachés au peuple. L'heure est à la redynamisation de cette plateforme. On en parle avec Maloumela. C'est une réunion politique d'une intensité remarquable convoquée par les hauts représentants de l'autorité morale de la plateforme Alliance des acteurs attachés au peuple. Après près de 3 heures de discussions animées autour des enjeux cruciaux du développement et de la paix, le haut représentant Tony Kankushiku a réaffirmé son engagement à bâtir un avenir commun avec les membres présents. Au cours de cette réunion, la création d'une commission a été adoptée à l'unanimité. Le président de la plateforme Peuple AAP, Laurent Batumona, a immédiatement reçu l'instruction de mettre en place cette commission dans le plus bref délai. Nous avons 42 députés nationaux de la plateforme électorale politique. Qui fait le rapport? Il fallait qu'en 6 des postes que nous avons arrachés au niveau du gouvernement, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau du Sénat, que nos présidents des partis politiques puissent être responsabilisés dans certains postes que nos ministres et partenaires politiques peuvent dégager afin de pouvoir gérer d'une manière harmonieuse les besoins des uns et des autres. Et à ce titre, nous avons créé une commission que nous allons débattre au début de la semaine prochaine. Cette commission jouera un rôle clé en identifiant les problèmes et en proposant des solutions rapides pour améliorer le bien-être social, favoriser les retours de la paix dans l'Est de la RDC et assurer la construction ainsi que la réhabilitation rapide des infrastructures secondaires. Ces réponses seront soumises au gouvernement de la République afin d'impulser un changement tangible et durable. Les images viennent de nous arriver à l'instant. Le chef de l'État a présidé la 22e réunion du Conseil des ministres. On en parle à travers ces reportages. Un conseil des ministres à Kinshasa, hors les murs de la Cité de l'Union africaine, c'est une grande première pour le gouvernement. Cette 22e réunion du Conseil des ministres s'est donc tenue au centre financier de Kinshasa ce vendredi 15 novembre 2024 sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'ordre du jour, on retiendra quelques points prioritaires à savoir. Tout d'abord, la communication du chef de l'État. Ensuite, les points d'information sur la situation sécuritaire et administrative du pays faite par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Également, les points sur la situation sanitaire, notamment l'évolution de l'épidémie Mpox faite par le ministre de la Santé. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge des transports a éclairé le conseil sur le dossier de la production du permis de conduire biométrique avec puce. Enfin, le ministre de la Justice a soumis à l'approbation du Conseil la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Tous les détails des dossiers traités et les décisions prises par le Conseil des ministres seront donnés dans le compte-rendu que fera le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'issue de cette réunion.
Et pour votre information, le chef de l'État vient de signer une ordonnance portant convocation de la conférence de gouverneurs. La lecture, c'est à suivre dans nos toutes prochaines éditions. Et pendant la même journée, le président de la République a également reçu les bureaux du Sénat. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convivialité que le bureau définitif du Sénat est venu rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il est de coutume et dans le respect de la Constitution, il était question pour l'équipe dirigée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde de présenter ses civilités au garant de la nation, mais aussi le remercier pour son accompagnement dans le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Occasion pour le Sénat, à travers son bureau, de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il sied de relever l'importance d'un partenariat solide entre la première institution du pays avec le pouvoir législatif. Loin de faire le bilan depuis son installation le 12 août dernier, le Sénat, qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, poursuit sans désemparer la session en cours, essentiellement budgétaire. En termes de bilan, nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Nous avons déjà commencé à traiter la question de la reddition des comptes ainsi que de la loi rectificative 2024. Et avant que nous ayons atteint la fin de la session, bien sûr, nous allons traiter la question du budget 2025. Les 7 membres du bureau du Sénat ont quitté la cité de l'Union africaine avec la ferme intention d'orienter leurs actions dans le sens de traduire les engagements pris devant le président de la République en actions concrètes dans l'intérêt du peuple congolais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Un grand rendez-vous pour demain à 20h sur la RTNC. C'est les matchs RDC-Guinée, les Léopards face au Sili National dans le cadre des éliminatoires Cannes 2025. À suivre également, juste après ce journal, l'intégralité de la présentation des activistes AFC M23 RDF arrêtés par les services de sécurité. Bonsoir chez vous.